Très heureux de vous retrouver dans ce tout premier numéro du débrief. Depuis Abidjan, le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, le CEPATC, était en conclave dans la capitale économique ivoirienne. Et en marge de ses activités, il a également initié une cérémonie d'hommage des têtes couronnées d'Afrique au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'estime et l'honneur qu'il a bien voulu reconnaître à l'autorité traditionnelle à travers son statut désormais institutionnalisé en Côte d'Ivoire. Et on en parle dans cette émission pour tenter de comprendre la démarche de la royauté africaine vis-à-vis d'un chef d'État, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, et ce que cela implique dans le processus de stabilisation de nos États africains, très souvent incapables d'amorcer une transition démocratique apaisée. Et pour ce numéro du débrief, j'ai sur mon plateau Sa Majesté Essoa Ier du Cameroun, chef supérieur de Bachenga. Excellence, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Medi TV qui a bien voulu nous recevoir sur son plateau et rendre un vibrant hommage au peuple ivoirien. Depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai constaté que la Côte d'Ivoire et le Cameroun partagent beaucoup de choses. L'hospitalité ivoirienne, vraiment, nous sommes très contents. Et aussi rendre hommage à un homme, Sa Majesté Kifidié, qui, depuis que nous sommes là, ne dort plus avec son équipe. Dis merci au président du Conseil panafricain, Sa Majesté professeur Octave Kossi Ogdebe, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce que nous sommes venus faire en Côte d'Ivoire soit couronné d'un succès. Très bien, merci, Excellence. Avec vous, nous avons Sa Majesté Moana Punda, ambassadeur pour la paix universelle de la République démocratique du Congo. Merci d'être là avec nous, Excellence. Merci, M. Koné, de nous avoir reçus dans votre studio. C'est pour la première fois que nous arrivons à Côte d'Ivoire dans le cadre du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Nous remercions toute l'équipe d'organisation. Nous remercions les accompagnateurs tels que Sa Majesté Tifizier que nous avons trouvé sur les lieux avec son équipe. Nous remercions toutefois le président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles qui a bien voulu que cette fois-ci l'Assemblée générale se passe en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons partir avec la première question adressée à Sa Majesté Essoa Ier, chef supérieur de Bachenga. Alors, un séminaire de formation des chefs et rois traditionnels africains, ce n'est pas très courant pour la grande partie de la population. Vous avez décidé de vous réunir à Abidjan pour renforcer vos capacités en technique de médiation. Expliquez-nous pourquoi le choix d'Abidjan. Vous savez, pourquoi le choix d'Abidjan? Le président du Conseil panafricain aurait dû choisir un autre pays d'Afrique. Et dans l'ensemble, nous avions décidé à ce que ça soit Abidjan parce que déjà, Abidjan, pays d'hospitalité, Abidjan est gouverné par un homme d'État, un sage, qui est un modèle au jour d'aujourd'hui pour le continent africain. J'ai nommé le président Ouattara. Vous savez, dans nos pays, nous suivons les informations venant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays que nous aimons tant. Lorsque le président Ouattara arrive au pouvoir, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de douleurs, mais il a été un pilote sans crainte. Nous voyons depuis son arrivée au pouvoir les actes qu'il pose pour le développement de ce pays. Et pour nous, ça nous va tout droit au cœur. Les démarches qu'il pose pour ramener la paix dans ce pays. Vous savez, la paix,
c'est quelque chose. La paix, c'est quelque chose. Et alors, il a posé un acte majeur, celle déjà de reconnaître et de créer une chambre des autorités traditionnelles et coutumières. Ça veut dire qu'il est un sage. Il reconnaît le pouvoir des gardiens de la tradition que nous sommes. Et c'est un conseil pour tous les Ivoiriens. Ceux qui sont dans des villages, de respecter l'autorité traditionnelle. Pourquoi? Il y a la sagesse, il y a le pouvoir ancestral. Et c'est le même message que je passe à nos collègues chefs traditionnels et coutumiers de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, mais en même temps, vous venez pour un séminaire. Les chefs traditionnels africains, on sait qu'ils se réunissent sous l'arbre à palabres, mais un séminaire, est-ce que c'est un pas dans la modernité? Vous savez, en réalité, nous avions choisi un cadre par rapport à l'arbre à palabres. Mais toutefois, ne pas entrer dans des polémiques, il y a eu beaucoup de soucis. Raison pour laquelle, dès l'entame de cette émission, j'ai félicité, j'ai apprécié un homme, Sa Majesté Kifizier, qui a pris le train en marche. Mais nous, en tant qu'autorité traditionnelle, où se trouve le séminaire, nous transformons cet espace, cet endroit en case à palabres. Et je pense que depuis que nous sommes là, depuis que nous avions commencé, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Et donc, vous êtes très bien accueillis à Abidjan. Alors, Sa Majesté Moana Punda, ambassadeur pour la paix universelle en République démocratique du Congo, médiation dans les conflits et facilitation des relations intercommunautaires. C'est le thème central du séminaire qui vous a réunis à Abidjan. Est-ce que vous, les rois et chefs traditionnels africains, vous vous sentez coupables des différents conflits qu'on voit sur le continent africain au point de venir participer à un séminaire qui parle de médiation et facilitation des relations intercommunautaires? Oui, il est de la tradition dans nos missions des chefs traditionnels de chercher des voies et moyens pour chercher de bonnes solutions entre les conflits communautaires. Il s'ajoute encore un élément de plus. Vous avez dit là-bas, le Majesté Moana Punda, ambassadeur pour la paix. Universelle. Universelle. Donc, je n'ai pas de frontières pour ça, pour chercher la paix. Vous savez, si nous remontons un peu l'histoire, l'Afrique a beaucoup pleuré ses enfants, ses fils. Pourquoi? Parce que nos aïeux ont été trompés par les colons. Tout ça nous créait des conflits inutiles. Sur le continent africain. Sur le continent africain. Et pourtant, l'Afrique était unie. Avant la colonisation, il n'y avait pas de guerre. Tout Africain se retrouvait partout. Il se trouvait dans son coin. Il disait, je suis chez mes frères. Aujourd'hui, l'autorité coutumière, tu vois l'habit qu'il porte? C'est couronné en léopard. C'est léopard, c'est le Congo. Tu vois? Bien sûr, vous avez également dit léopard. Du léopard. Cela veut dire que l'autorité coutumière, avec le peu de savoir que nous avons pour le moment, nous nous sommes dit, au lieu de rester chacun dans son coin, mieux vaut se réunir, se mettre ensemble, chercher des voies et moyens pour apaiser, calmer et créer la paix dans notre continent pour mieux avancer. On n'est pas contre des uns et des autres, mais nous voulons amener sinon la technologie avancée au lieu de nous amener la guerre. Avec les impérialistes qui cherchent à se taper l'argent, qui croient que en allant de l'autre côté,
C'est ça la civilisation. Or, ils se trompent. La bonne civilisation est de nous amener des technologies avancées pour développer notre Afrique qui est beau, enviée partout au monde. Très bien, ce qui marque votre ouverture sur le monde extérieur. Alors, Excellence, soit premier, pendant 48 heures, vous avez été formé par des experts de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en Afrique, et cela est su de tous. On a plutôt recours aux gardiens de la tradition pour régler les conflits sous l'arbre à palabre, mais cette fois-ci, c'est plutôt le contraire que l'on voit. Pourquoi participer à un séminaire qui est dispensé par des experts de l'opération des Nations Unies? Vous savez, nous avions constaté que beaucoup d'autorités traditionnelles sont pauvres. Beaucoup vivent dans la mendicité. Beaucoup n'ont pas été à l'école. Et les experts qui nous encadrent aujourd'hui sont des professeurs, des éminents professeurs. Très bien. Qui occupent des grands postes pour s'occuper de nos traditions, parce que nous avons beaucoup de valeurs qui travaillent beaucoup par rapport à nos us et coutumes. Ils ont constaté que la tradition est en train de vouloir disparaître par rapport aux impérialistes qui sont là pour vouloir s'accaparer de nos richesses au détriment des petits sacs de riz, petits sacs de sel. Donc pour le changement de mentalité, de comportement. Voilà. Et alors, le séminaire que nous tenons aujourd'hui est de dire aux autorités traditionnelles de rester sereins, de croire à la tradition, d'éviter d'être des hommes politiques. Parce que l'autorité traditionnelle ne devrait pas faire la politique. De la politique. La politique. Nous sommes là pour encadrer les politiques. Parce que les hommes politiques sont tous nos enfants. Mais est-ce que cela est perçu de tout le monde, le fait que l'autorité traditionnelle doit encadrer les hommes politiques? Raison pour laquelle nous sommes là, pour le faire percevoir, pour le faire connaître. Vous savez, ça ne sera pas d'un coup de baguette que tout le monde sera, mais nous allons faire notre chemin et on va arriver. Nous sommes déterminés à arriver. Parce que c'est notre Afrique à nous. Nous, autorités traditionnelles, nous demandons à tous nos collègues, nous demandons à tous nos frères d'être un et unis. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Que vous soyez Ivoirien, Camerounais, Congolais, Rwandais, Burkinabé, Malien, soyons un et indivisibles. Qu'un seul continent donc. Alors, je rappelle, Son Excellence Moana Pounda, que c'est un séminaire qui visait également à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans sa quête pour la paix durable. Vous le savez, en Côte d'Ivoire, le président a entrepris un certain nombre d'actions dans ce sens-là. Cette paix durable dont il est question en Côte d'Ivoire de façon spécifique et sur le continent africain de façon générale, comment est-ce que vous la percevez, vous, en tant que chef et autorité traditionnelle? Merci de la question. Je crois que les jours que nous avons vu le président signer l'amnistie, la première personne qui est sortie, et c'était la fête en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Tout le monde a dit, c'est ça le début du développement de l'Afrique. On a vu la femme de l'ancien président sortir de la prison là où elle était. Vous-même, vous en êtes témoin. Madame Simone Gbagbo. Vous en êtes témoin, vous avez vu. Mais nous avons suivi ça dans des chaînes de télévision. Voilà pourquoi, par rapport à tout ça, la signature de notre statut d'abord, les traditionnels, et créer une chambre pour l'autorité traditionnelle de la Côte d'Ivoire. En plus de cela,
amnistier les fils, filles de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment un grand pas. Vous savez, on peut interpeller aux uns aux autres. Chaque fois, si vous voulez construire une maison, il ne faut pas se fatiguer. Parce que à chaque occasion de la construction, il y a toujours une modification. Commençant par le forage des canaux, la fondation, les couches, et puis là vous allez maintenant poser des briques. Il y aura toujours des modifications. Mais si vous tous vous mettez au travail avec une détermination, j'espère que cet édifice sera construit. Tel que le président Alassane Ouattara a commencé, j'espère que à travers l'acte posé, toute l'Afrique va suivre le modèle de pacifier les choses pour l'avancement de notre continent. Nous, les coutumiers, nous déplorons très souvent ceux qui partent en exil pour aller chercher le pouvoir. Ce n'est pas pour notre intérêt. Leur maître à penser se trouve de l'autre côté, de l'Occident. Dans notre langue lingala, si on parle de poteau, ça a une signification. L'Europe, là où il n'y a rien. Tous ceux qui sont là, ils sont en train de viser la richesse africaine. Prenons conscience. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour conscientiser les autres. Prenons notre destin à main, nous tous, pour aller de l'avant. L'Afrique, c'est le continent le plus envié. C'est le seul continent là où tout le monde regarde. Ces gens-là... Le continent de l'avenir, on le dit très souvent. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire à part la technologie avancée, fabriquer les armes. Ils font l'expérience en Afrique. C'est tout ce qu'il reste. Pourquoi pas nous-mêmes? Nous ne pouvons pas se mettre autour d'une même table. Voilà pourquoi l'autorité coutumière prêche, par exemple. Moi, je viens du Congo, lui, il vient du Cameroun. Il y a des Nigériens, il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens. Nous tous, nous nous retrouvons pour chercher la paix. C'est ce qui va nous faire avancer. Le continent africain. Alors, oui. De la même façon, nous demandons à nos politiciens africains de trouver l'espace de se réunir très souvent. Nous savons qu'Addis Abeba, c'est le centre. Est-ce que là où ils traitent la matière qui vient de leur tête ou bien qui vient de leur mettre à penser? Parce que si ça venait de leur tête, depuis la création de cette histoire là-bas, l'Afrique allait déjà trouver une autre forme. Voilà pourquoi nous soutenons l'action du président ivoirien, Alassane Ouattara, et nous sommes derrière lui, et nous demandons à nos collègues coutumiers de la Côte d'Ivoire de les soutenir. Très bien. Alors, en dehors du fait que vous soutenez l'action du président Alassane Ouattara, son Excellence soit premier, vous avez décidé d'honorer le président Alassane Ouattara. Peut-on comprendre le sens de cette distinction à l'endroit du chef d'État ivoirien? Vous savez, avant de répondre à votre question, je vais ajouter de l'eau dans son moulin. L'Afrique, au jour d'aujourd'hui, fait face aux attaques, aux agressions. Je vous prendrai l'exemple du Cameroun qui fait l'objet d'une agression. Au Cameroun, nous allons y revenir tout à l'heure, mais je veux qu'on mette pour l'instant l'accent sur la distinction que vous avez décidé d'accorder au président Alassane Ouattara. Oui, la distinction, vous savez, on ne devient pas chef, on est chef. C'est pour dire qu'on ne devient pas président. Est-ce que ce n'est pas purement dans la tradition qu'on est chef? Parce que si on prend ce que vous venez de dire du point de vue démocratique, on sait que le président ou le chef d'État, c'est quelqu'un qui est élu par le peuple, alors que le chef traditionnel... Mais dans la tradition, c'est vrai. Oui. Vous comprenez. Mais selon les principes bibliques
que vous soyez... Ce n'est pas tout le monde qui peut être président de la République. Nous le savons, que tout pouvoir vient de Dieu. Tu ne peux pas être et tout de suite tu t'en vas arracher la chefferie de quelqu'un. Vous n'allez pas faire 2 jours. Vous n'allez pas faire 1 mois. Mais c'est quand vous êtes celui-là qui a été choisi par Dieu, votre pouvoir, Dieu. Vous comprenez un peu. Donc, dans nos valeurs ancestrales, nous le disons, on ne devient pas chef, on est chef. On ne devient pas président, mais on est président. Raison pour laquelle le président, Dieu a voulu qu'Alassane Ouattara soit président de la République de Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est là, ses œuvres sont palpables, ses œuvres sont visuelles. Ce n'est pas parce qu'il est président de la République que nous venons le dire ici. Non. Nous voyons des réalisations. Vous savez, on ne peut pas cacher le soleil de la main. Tout à fait. On ne peut pas. Mais quand quelqu'un fait bien, il faut l'encourager. Parce que tout ce qu'il fait là, tout ce que nous voyons là, c'est pour les Ivoiriens, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Parce que ce ne sont pas seulement les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous le félicitons par rapport au vivre ensemble. Ça, c'est le vivre ensemble. Les Africains doivent cultiver le vivre ensemble. Et nous disons merci au peuple ivoirien parce que depuis que nous sommes là, nous constatons qu'il y a le vivre ensemble. Ça, c'est de 2. Le libéralisme communautaire. Nous voyons que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao mondial. Palmier à huile, café, anacarde. Ça veut dire qu'il a des idées, le président de la République. Il a des valeurs qu'il protège. Des valeurs donc que vous avez décidé d'honorer en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, son Excellence Moana Mpunda, réaction sur le fait que vous avez souhaité honorer le président Alassane Ouattara. Oui, le président Alassane Ouattara, bien sûr, c'est un politicien. Il a fait la politique. Mais en construisant le pays, il a commencé maintenant à faire les œuvres. Que tout le monde doit l'apprécier. Amnistier les gens. Il s'est référé maintenant à la tradition pour dire qu'on ne peut pas avancer sans toutefois se référer à nos coutumes, créer maintenant toute une chambre des chefs traditionnels. Voilà pourquoi des choses pareilles que nous voulons. Alors je ne sais pas si ce que le président Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire existe déjà dans les autres pays africains. Est-ce que vous enviez ce qui a été fait? Est-ce que vous souhaitez la même chose pour votre pays et pour les autres pays africains? Par exemple, chez moi, oui. Je crois que mon président, Joseph Kabila, il a signé l'ordonnance présidentielle fixant le statut de l'autorité coutumière. Et c'était le 25 août 2015. Au niveau de chez nous, il y a maintenant un statut qui fixe les attributs de l'autorité coutumière. Ce qui veut dire que ce qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire est également chez nous aussi, en République démocratique du Congo, et certainement au Cameroun, n'est-ce pas? Au Cameroun aussi. Également. En Afrique du Sud, là, on n'en parle même pas, ils sont très avancés. Très bien. Alors, si on pouvait énumérer des pays, il y a des pays qui prennent maintenant conscience avec les actuels dirigeants. Des chefs d'État. Je vais, alors, si vous permettez... Nous allons fermer rapidement cette première partie et revenir vers vous pour la deuxième partie de cette émission. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du débrief. Merci de nous retrouver dans la deuxième partie du débrief. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Sa Majesté Essoa Ier du Cameroun, chef supérieur de Bachanga. Et avec lui, nous avons également Sa Majesté Moana Mpunda, ambassadeur pour la paix universelle de la République démocratique du Congo. Cher roi, merci d'être resté avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Alors, Son Excellence Essoa Ier, vous vouliez rebondir sur la constitution de la Chambre des rois et chefs traditionnels au Cameroun. Oui, je voulais tout simplement dire que en Côte d'Ivoire, nous sommes très flattés.
nous sommes très contents du président d'avoir pensé au roi. C'est la sagesse. Raison pour laquelle je l'ai dit. On ne devient pas président, mais on est président. Vous savez, chez nous au Cameroun, c'est la même chose. Et je comprends tout de suite que le président Ouattara et son homologue, le président Paul Biya, sont dans la main. Et c'est ça l'Afrique. Mon homologue l'a dit, il y a encore des choses à faire. Mais nous ne voulons pas que les chefs vivent dans la souffrance. Parce que les autorités traditionnelles ont un rôle déterminant, un rôle à jouer. Et l'autorité traditionnelle incarne les valeurs que le politique ne connaît pas, que nos gouvernants ne connaissent pas. Mais les intelligents, les sages qui nous gouvernent commencent déjà à comprendre par rapport à l'âge. Vous voyez, au Cameroun, l'âge de notre président Biya, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Et vous voyez qu'en RDC, le président Kabila, malgré son âge, est entouré de la sagesse. Très bien. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question, c'est-à-dire, au Cameroun, chez vous, comment est-ce que les rois et les chefs traditionnels sont perçus par la population? Vous savez, chez nous, au Cameroun, de par le décret 77 qui a redéfini le fonctionnement des autorités traditionnelles et coutumières, c'est un décret qui protège d'abord l'autorité traditionnelle. Au Cameroun, quand le roi a parlé, personne d'autre ne parle. Et c'est ça qui fait notre force. Sinon, le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, serait dans un chaos. Il y a des rencontres. Je suis membre du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Je suis le trésorier. Et lorsqu'on tient des réunions, il y a des forums. S'il y a des tensions, par exemple, à l'extrême nord, concernant le Boko Haram, tout de suite, le président Biya met des dispositions, il met les chefs en route. On va là-bas avec nos confrères qui sont sur place. On parle à nos enfants. Raison pour laquelle vous verrez que le Boko Haram n'est pas allé loin. Le Boko Haram, nous avons en dehors de nos forces de sécurité et de défense, nous avons immobilisé les comités d'autodéfense. Si... Des milices, vous voulez dire? Pas des milices. L'autodéfense. C'est quoi l'autodéfense? L'autodéfense, c'est quoi? Ce que vous avez mis en place de façon spécifique au Cameroun. Oui, l'autodéfense, c'est quoi? Dans ma chefferie, je sais que M. Koné est un garçon bien. Il connaît tout le village. Il connaît tous ceux qui vivent dans ce village. Et alors, il est donc censé de prendre des gars, des jeunes gens comme lui, qui maîtrisent le village. Donc, dès que vous avez tout de suite constaté qu'il y a quelqu'un dans le village que vous ne connaissez pas, vous le prenez sans le brutaliser, vous l'amenez chez le chef. Si le chef constate qu'il n'est pas clair, si c'est un intrus, oui, le chef le met à la disposition de l'autorité administrative, qui est soit le sous-préfet, soit le préfet ou le gouverneur. Et si le gouverneur constate que c'est un suspect, on le met tout de suite à la disposition de nos forces de défense et de sécurité qui vont ouvrir des enquêtes. Et alors, ça fait en sorte que nous puissions tout faire pour que le Boko Haram ne puisse pas s'installer parce qu'ils avaient un objectif, c'était d'installer un État, c'était de diviser le Cameroun. Mais comme les Camerounais, tous se sont mis derrière le président Paul Biya, on a dit non au Boko Haram. Non à l'ennemi commun. Non à l'ennemi commun. Et les chefs traditionnels d'Afrique,
se sont mis. Et je rends hommage au professeur président du Conseil panafricain des chefs traditionnels, parce que le rôle qu'il incarne est un rôle noble. Très bien. Alors, nous allons revenir vers vous tout à l'heure en ce qui concerne la question du Cameroun. Alors, Son Excellence Moana Punda, est-ce que c'est la même chose au Congo? Sinon, comment est-ce que les autorités, les chefs et rois traditionnels comme vous sont perçus? Oui, merci de la question. Je crois qu'il n'y a pas si la différence entre nos frères camerounais et nous autres. Ce que je peux dire, et je peux demander à nos politiciens, est de bien encadrer les autorités traditionnelles. Parce que si vous déstabilisez vos chefs traditionnels, vous vous déstabilisez vous-même. Du fait que vous soyez ivoirien, camerounais, congolais, kenyans, je ne sais pas qui encore, ils sont nombreux, vous avez votre origine. Et cette origine peut se faire reconnaître, c'est à travers votre chef traditionnel. Voilà pourquoi, même chez nous au Congo, il peut y avoir des problèmes dans le milieu. Tout le monde se réfère au chef. Une fois les chefs avec ses sages réunis et savent comment décanter la situation. Si vous avez suivi à l'époque de l'agression du Congo par les Rwandais, il y avait les militaires rwandais qui ont été capturés à Kinshasa à la main, les hommes avec des armes. Mais le président Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours aux chefs traditionnels, les Umbuteke de Kinshasa. Il a appelé les chefs traditionnels à travers notre corporation, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Nous avons accompagné nos collègues auprès du président. Le président Kabila a dit, vous laissez la terre partir, vous laissez le Congo tomber dans le chaos. La guerre d'agression est dans nos portes. Quel est votre rapport, vous les chefs? Nous lui avons demandé, ce n'est que 48 heures. Très bien. Il y avait des exigences, et vous tous, en face du monde, vous avez vu à travers les chaînes comment les militaires rwandais ont été capturés à la main. Très bien. Le monde entier l'a suivi. Alors, pour revenir un peu, nous allons parler essentiellement de l'Afrique centrale dans cette deuxième partie du talk, notamment au conflit en Afrique, comment les rois s'impliquent-ils pour la paix. Alors, en Afrique centrale et australe de façon générale, cette partie du continent africain ne parvient toujours pas à se départir de leaders et de dirigeants politiques qui totalisent plus d'une décennie au pouvoir. Dans le cas du Cameroun, nous avons le président Paul Biya, dont vous parliez tout à l'heure, qui brigue un nouveau quinquennat après 36 ans de règne. Alors, quel est le sentiment qui vous anime, vous, en tant que chef traditionnel, quand vous savez que les populations africaines sont dorénavant portés vers la démocratie qui souhaite une forme d'alternance à la tête d'un État? Vous savez, je commencerai par vous dire que la vie est sacrée. Monsieur Koné, la vie est sacrée. Le président Paul Biya, malgré sa longévité au pouvoir, vous savez, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et à partir du moment où la légalité est avec un président, il faut le laisser tranquille. Les impérialistes nous parlent de l'alternance. Quelle alternance? Nous parlons de la démocratie. Lorsqu'un peuple ne veut plus d'un chef d'État, ça se passe dans des urnes. Et vous êtes sûr que tout le monde au Cameroun veut encore du président Paul Biya? Je ne peux pas dire que tout le monde au Cameroun veut encore du président Biya, mais je pense que tous les Camerounais sont derrière le président Biya. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le président Biya est un homme de paix. Le président Biya prône pour la rigueur. Le président Biya nous enseigne la démocratie. La démocratie.
Et les impérialistes, au jour d'aujourd'hui, veulent se séparer de lui parce qu'il a refusé de renouveler bon nombre de contrats. Et oui, il a refusé. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons un foyer de tension en ce moment dans les zones soi-disant anglophones. C'est parce que ces zones-là sont riches en sol et en sous-sol. C'est un pétrole que le président Biya n'a jamais exploité. Je dis bien jamais. Mais nous avons certains brebis galeuses qui coopèrent avec les impérialistes pour brader ce sous-sol. Voilà le problème. Et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas cette chance de conquérir cette région-là parce que le Cameroun est un et indivisible. Très bien. Tout à l'heure, vous avez donné un exemple très intéressant dans un mode de résolution du conflit à travers la jeunesse de toutes les contrées du Cameroun, notamment en ce qui concerne Boko Haram que vous êtes arrivé à repousser. Mais dans la crise anglophone du Cameroun, quelle est la solution envisagée par les chefs traditionnels que vous êtes? Par rapport à la crise anglophone, la solution, c'est quoi? C'est le dialogue. Nous avons déjà imposé ce dialogue et c'est en train d'être fait. Ça se fait même déjà parce que moi, ça fait pratiquement 3 semaines, à mon retour des États-Unis, avec tout un groupe des autorités traditionnelles, nous nous sommes rendus à Boya. On n'a pas allé au chef. Nous nous sommes rendus à Bamenda. Et les chefs ont été très contents. Ils ont été réceptifs à votre message. De nous recevoir. Oui. Et ils se sont tout de suite mis au Cameroun au travail parce qu'ils avaient peur. Vous combattez avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous êtes chez vous, allez, les gens suivent la femme. Donc, je pense que nos enfants sont en train de comprendre parce que l'étau est en train de se resserrer sur eux là. Ça se resserre. Mais on a dit au président de la République de se calmer. Très bien. En sage, nous allons résoudre le problème. Très bien. Alors, à côté du Cameroun, nous avons la République démocratique du Congo, où on assiste à une transition très, très difficile. Une crise qui a fait beaucoup de morts, qui a vu beaucoup de sang couler parmi les populations civiles, la plupart des militants des partis politiques qui sont hostiles au président Joseph Kabila et qui demandent son départ. Vous, en tant que chef et autorité traditionnelle, quel est le degré de votre implication dans la résolution de ce conflit? Parce qu'on n'a pas vu les chefs traditionnels réagir, on a plutôt vu l'Église catholique monter au créneau. Ok. Comme nous l'avons souligné dès le début de cette émission, l'autorité coutumière n'est pas politicien. Tout à fait. Ce que l'Église catholique est en train de faire, il est fait pour l'intérêt de qui? Point d'interrogation. Nous avons nos secrets. Nous connaissons comment l'Église catholique s'implique dans beaucoup de choses. Je ne peux pas citer sur le plateau. Est-ce que cette Église a des mains propres? Point d'interrogation. La question reste posée. Est-ce qu'au Congo, il n'y a que l'Église catholique? Point d'interrogation. Le problème, c'est quoi? C'est de savoir que les chefs traditionnels n'ont pas Tout réagi. le monde, non. Oui. Tout le monde croyait que Kabila ne va pas partir. Dernièrement, Kabila a reçu une délégation de notre corporation. Avant qu'il se prononce, il a fait des consultations partout. Sans froid aux yeux, nous l'avons dit, il faut appliquer l'alternance. Vous êtes encore trop jeune. De tous les présidents africains, vous êtes le plus jeune. Il a dit, c'est comme ça que vous me conseillez? Oui. Parce que la Constitution prévoit quoi? 5 ans après, il peut revenir aux affaires. Au lieu de faire couler le sang des Congolais inutilement, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas informés de la philosophie de certains partis politiques, le seul pays au monde avec plus de 500 partis politiques. C'est la RDC? C'est la RDC. Tous ces gens-là, ils viennent d'où?
où est-ce qu'ils amassent l'argent pour faire leur parti politique. Ils sont mandatés. Est-ce que les partis politiques là, ce sont leurs partis politiques? Non pas. Alors, ils sont des mettre en pensée. Alors, maintenant, sur base de l'implication de l'autorité coutumière, de ce que vous avez fait voilà pour résoudre le conflit. Dernièrement, c'était le 8 août, le chef de l'État s'est prononcé. Il a désigné un dauphin. Tout à fait. Et que lui s'est retiré. Est-ce que c'est du fait des chefs et rois traditionnels? Oui, est-ce que ce n'est pas sous la pression de la communauté internationale? Non. Chez nous, si vous me parlez de la communauté internationale, là, vraiment, vous tapez à côté. On n'aime pas écouter ce genre d'histoire-là. Ce sont des verbiages inutiles. Chez nous, nous consultons en congolais. Et le chef de l'État considère l'autorité coutumière. À chaque occasion, il ne manque jamais à interpeller l'autorité coutumière et lui poser la question. Et l'autorité coutumière lui propose une solution. La solution qui était proposée par l'autorité coutumière dans le calme, parce que nous faisons un travail de fourmi sans faire beaucoup de bruit. Tout le monde était surpris. Le 8 août, le président a désigné un dauphin. Chose qui ne s'attendait pas. Maintenant, il est sorti grand dans le monde. Pour une fois, un président américain félicite un président africain. D'accord. Le jour que le président Kabila a désigné son dauphin, le premier message était du président américain, Donald Trump. Il l'a félicité. Et puis, ça s'est poursuivi. Le président français, la même chose. Et les autres. Alors, pour revenir à la question de la réconciliation, de la paix sur le continent africain, vous, en tant que chef et roi traditionnel, je reste toujours dans le cas de la RDC, où l'opposant historique que tout le monde sait est encore dans une morgue en Belgique. Oui. Il n'arrive pas encore à entrer en RDC. Alors, est-ce que vous, en tant que chef traditionnel, vous avez parlé au président? Sinon, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui repousse encore le fait que le corps d'Étienne Tshisekedi ne puisse pas être transféré en République démocratique du Congo? Merci de la question, c'est une bonne question. Le président et l'ensemble du gouvernement, ils se sont décidés de rapatrier le corps de l'opposant charismatique historique de la RDC, Étienne Tshisekedi. Ils ont même préparé un mausolée digne à son rang, qui a coûté plus de 50 millions de dollars pour tous ces frais. Organiser les funérailles, rapatriement du corps avec une délégation de toute la famille, mettre 2 avions à la disposition de la famille, construire les mausolées, ainsi de suite. Pour votre information. Mais de façon pratique, le corps de M. Tshisekedi... Attends, allez-y. On y va. Arrivé à un certain moment, c'est le parti politique qui se décide. Au moment où le gouvernement dialoguait avec la famille. C'est le parti politique qui se décide. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous-mêmes, nous allons amener le corps. Ceci, c'est là avec beaucoup de commentaires. Le gouvernement dit ceci. Non. Le corps de Tshisekedi, ce n'est pas votre corps de parti politique. C'est le corps emblématique. Et que c'est le gouvernement qui doit supporter tout ça. Même si vous arrivez aujourd'hui à Kinshasa, à la cimetière de la Gombe, sur boulevard, il y a tout un quartier qu'on a réservé dans la concession des cimetières pour la tombe de Tshisekedi. Mais la famille qui négociait avec le gouvernement va se rallier maintenant au parti politique. Pourquoi ça? Parce que le fils préparait au moins sa campagne comme candidat à la présidentielle. Si il s'est rallié aux idées du gouvernement, il va perdre. Ça, c'est politisé. Donc, raison pour laquelle, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le corps de Tshisekedi traîne encore là. Parmi les chefs que nous sommes, le chef de Tshisekedi est là. Parmi la délégation de la RDC,
son chef est là, et nous, les coutumiers, nous sommes allés signer dans le livre d'or de l'IDPS comment nous avons reconnu Tshisekedi. C'est le corps emblématique de la République, mais aujourd'hui, pour des raisons politiciennes, son corps reste encore à Bruxelles. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a la mauvaise volonté de la part du gouvernement, non. Le gouvernement a tout fait, a négocié. Très bien. Alors, chères autorités, vous voyez que de façon générale, sur le continent africain, il y a par endroits des foyers de tension. Vous, en tant que chef traditionnel, quelles sont les voies de sortie de crise que vous envisagez, les méthodes employées pour y arriver, pour que, enfin, le continent africain puisse mieux se porter? Vous savez, les méthodes sont connues. Il faut dialoguer. Si dans une maison, vous n'arrivez pas à dialoguer avec votre épouse, vos enfants, il y aura toujours des tensions. Le dialogue, rien ne dépasse le dialogue. Un. De deux, pour nos politiques, il faut savoir que la démocratie, c'est vrai, même comme quelqu'un l'a dit, en occidentaux, dont je préfère taire le nom, que la démocratie était un luxe pour les pays africains. Vous savez, la démocratie se résume à travers les urnes. Et les postulants doivent le savoir. Dans une élection, savoir qui est un vainqueur et qui est le perdant. Oui. Dès que c'est connu de tous, toi le perdant, tu dois automatiquement se ranger derrière celui-là qui a été choisi. Justement. Et vous savez, oui, celui qui a été choisi ne doit pas aussi fêter, narguer, non. Quand tu as été choisi, tu deviens le papa de tout le monde. Tu dois maintenant procéder au rassemblement. Est-ce que c'est le mode que vous conseillez généralement à tous les dirigeants africains, à tous ceux qui sont à la tête d'un certain pouvoir sur le continent africain? C'est un conseil. Oui. C'est un conseil. Ça dit, quand tu vas aux élections, il faut savoir que dans cette élection, il y aura un gagnant et un perdant. Si j'ai perdu, je dois serrer la main tout de suite du vainqueur et on se met ensemble pour travailler pour le pays. Ça, c'est de deux. Troisièmement, allons-y très rapidement, il faut travailler avec l'autorité traditionnelle. Parce que les autorités traditionnelles ont un pouvoir, sont détenteurs des pouvoirs que vous ne connaissez pas. Je ne peux pas parler de ça. Vous comprenez un peu? Très bien. Il y a un pouvoir qui ne dit pas son nom. Et moi, je pense que si ensemble, nous adoptons ces conseils-là, l'Afrique restera debout. Je dis bien debout. Très bien, merci Excellence, ça sera votre mot de la fin. Sa Majesté Moana Punda, quel sera votre mot de la fin? Comment le continent africain peut retrouver une certaine sérénité, bien entendu, avec votre contribution? Oui, effectivement, pour que l'Afrique se retrouve, le dialogue, c'est ce que nous avons hérité de nos aïeux. J'avais dit au début de l'émission, avant les colonisateurs, il n'y avait pas de guerre. Chacun reconnaissait son royaume, chacun reconnaissait son empire et on se respectait mutuellement. Les colonisateurs n'ont pas amené la civilisation chez nous. Les colonisateurs nous ont amené l'administration parce qu'ils nous ont trouvé déjà avec notre mode de vie. Le malheur à nous, c'est parce que nous avons abandonné notre culture, notre mode de vie pour copier les leurs. Voilà, et nous sommes rattrapés par les erreurs.
Je ne saurais pas terminer cette émission sans toutefois remercier tout d'abord le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien tout entier de la manière dont ils ont honoré notre idole, Papa Wemba. Très bien. C'est resté gravé dans les mémoires. Dans vos mémoires. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté Moana Mpunda. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur pour la paix universelle et que vous venez de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir effectué le déplacement jusqu'à Abidjan. Merci également à Sa Majesté Soa Premier du Cameroun, chef supérieur de Bachenga. J'espère qu'on aura l'occasion de visiter votre royaume au Cameroun. Moi aussi, je l'espère. Merci beaucoup. Donc, chez moi, vous n'avez pas fait la Légion d'hier. Très bien, très bien. Voilà, c'est tout pour ce tout premier numéro du débrief réalisé à Abidjan avec l'équipe technique coordonnée par Arnaud Trabi, Fares Sakura, Mike Yao et Jean-Eudes Loubello. Tout cela sous la supervision d'Alain Amonchi, assisté de Ange Morel-Tizier. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et à très bientôt pour un autre numéro du débrief.